Les Batamaribas sont connus dans leur histoire pour être essentiellement des agriculteurs et des éleveurs. Aujourd'hui encore, ce sont ces activités qui nourrissent la majorité de ce peuple, qu'ils soient restés dans leur territoire ou partis en migration. Cependant, entre l'appauvrissement des sols et les effets du changement climatique, les populations de Kutamaku, qui augmentent exponentiellement et étaient déjà confrontées autrefois à des difficultés dues au caractère accidenté de leur territoire, font face à de grands défis pour assurer leur sécurité alimentaire. Les spécificités de ce territoire montrent bien qu'il faut une politique agricole endogène et locale. En tout cas, le professeur Armand Nata, agronome et enseignant-chercheur à l'université de Parakou, est bien de cet avis. Dans cet entretien qu'il nous a accordé, il expose de façon détaillée sa théorie avec des exemples concrets pour une agriculture optimale dans le Kutamaku. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de Carrefour du Kutamaku, heureux de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous. Bienvenue sur le Carrefour du Kutamaku, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci. On a longtemps repoussé ça, mais enfin on est là. Merci pour la disponibilité et tout. J'espère que vous portez bien. Ça va, ça va. Si vous pouvez vous présenter succinctement pour nos auditeurs. Je suis Armand Nata, oui. Je suis enseignant chercheur à l'université de Parakou, à la faculté d'agronomie. Je suis ingénieur agronome forestier de formation. Une partie de mon master en cycle télédétection et cartographie liée à la foresterie. Et pour le doctorat, le PhD, je l'ai fait en foresterie. D'accord. Alors, vous l'avez dit tantôt, vous êtes agronome. Donc, nous allons justement discuter des questions des défis agricoles de Kutamaku. D'entrée de jeu, est-ce que l'agriculture se porte bien aujourd'hui dans le Kutamaku? Oui, l'agriculture se porte, je vais dire, relativement bien. Relativement bien, puisque elle nourrit le noyau du peuple qui est resté sur place. Elle nourrit environ 100 000 âmes autour de Bukombe, certainement un peu plus autour de Natitengu, tout continent, et un peu du côté du Togo. Voilà, du côté du Togo, ailleurs. Donc, nous avons quelques centaines de milliers de personnes qui vivent dans le terroir originel de Kutamaku et qui vivent en équilibre, même si cet équilibre-là n'est pas toujours optimal, mais l'agriculture nourrit toujours le peuple et les valeurs, les pratiques ancestrales sont toujours transmises, même s'il y a quelques altérations et quelques adaptations qui sont inhérentes à la vie. D'accord. Vous parlez d'adaptation, j'ai envie qu'on aborde en même temps certains aspects. C'est un fait aujourd'hui qu'on remarque dans l'agriculture. Par exemple, c'est l'utilisation accentuée, je vais dire, des intrants chimiques agricoles. Alors, est-ce que c'est pas... Comment est-ce que vous appréciez ce phénomène-là? Nous avons l'utilisation des intrants. En général, tout ce qu'on appelle intrants, c'est tous les apports que l'agriculteur, l'éleveur et l'agro-éleveur apportent à son système de culture, à la terre, à l'animal ou dans son exploitation pour améliorer la performance de cette exploitation. L'engrais chimique tel qu'il est présenté aujourd'hui n'est qu'une partie d'une réalité beaucoup plus complexe. C'est parce que la capacité de terre à nourrir, à produire de façon optimale les plantes et les fruits qu'il faut pour la population, cette capacité-là a baissé. Donc, la terre a besoin d'être aidée en apportant quelques éléments spécifiques. Pour donner un exemple, on peut bien faire
une sauce avec les éléments traditionnels sans apporter de cube. Oui. Et maintenant, le raccourci, c'est d'oublier les ingrédients naturels et d'utiliser directement le cube. Le cube. Voilà. Le problème n'est pas dans les intrants, le problème n'est pas le cube en lui-même. C'est la capacité de l'utilisateur, de l'agriculteur, la capacité de la terre à être en équilibre. C'est cet équilibre-là qui est rompu et qui nécessite qu'il y ait cet apport-là. Donc cet apport doit être ciblé aux besoins de la plante, à la structure du sol. Lorsque nous le faisons de façon indiscriminée, ça ne peut pas marcher. C'est parce qu'il y a eu baisse de fertilité du sol. Une baisse de fertilité, donc la terre n'a plus les éléments naturels. L'humus, les débris de feuilles, de branches qui tombent et qui se décomposent de façon naturelle pour reconstituer la structure du sol. Donc cet apport-là est réduit puisqu'il n'y a pratiquement plus de jachère et la terre est utilisée continuellement. Elle n'a pas un temps de repos. De repos. Vous courez sans repos. À un moment donné, vous avez besoin de respirer, de vous reposer. Or, ce temps de repos-là n'existe même pas. Donc, vous voyez que ça se remarque, puisque dès que la population met certaines cultures, notamment le maïs, qui a fait son entrée de façon un peu plus franche, il faut forcément apporter un apport. Or, cet apport-là n'existe pas. Donc, il faut aller le chercher à base d'éléments minéraux. La baisse de la fertilité des sols, il y a des solutions. Malheureusement, la pression démographique, le morcellement des terres, fait que les gens n'ont plus le temps de laisser la terre. L'association agriculture-élevage, où les animaux doivent laisser leur déjection, les débris végétaux de la maison qu'on doit déposer pour que ça se décompose et restituer au sol ce qu'on a prélevé pour que le sol aussi puisse après restituer à la plante ce dont elle a besoin. Oui. Donc ce cycle-là est rompu. Donc vous voyez un peu les jardins de cases, les petits jardins de potager, légumes, tout autour des cases, c'est des sols fertiles puisque là on a des débris, quelques éléments, les restes de repas, les animaux, quelques débris ménagers, l'urine, etc. Donc ces terres proches des tatas ont des apports supérieurs à ce que la terre un peu plus éloignée. Mais plus loin, nous avons d'autres difficultés en dehors de la pression démographique. C'est cette vulnérabilité des sols que nous avons déjà. Et au niveau de la pente, il y a certains endroits où la pente ne permet pas que certains éléments puissent rester sur place avec les premières pluies. Oui. Donc, ça décapte. Donc, l'exposition de nos sols, la structure gravillonnaire, vous voyez, font que liées au système de montagne, ces terres-là ne sont pas fertiles. Et l'arbre est en train de disparaître progressivement de ces espaces-là. Ce que nous appelons tout ce qui est pratique agroforestière, où l'arbre doit avoir un rôle pour stabiliser le sol, avoir des feuilles qui vont tomber, compenser un peu aussi la nourriture des populations, etc. Nous avons quelques arbres emblématiques, le baobab, le néré, le karité, et même là, le néré karité actuellement sont largement coupés pour le charbon de bois, pour le bois de chauffe, pour surexploiter. Donc nous avons vraiment quelques défis importants liés à la terre fertilité. Et lorsque nous avons maintenant des cultures qui demandent beaucoup à la terre, le maïs notamment, vous ne pouvez plus faire actuellement du maïs et aussi d'autres cultures comme le coton, d'autres cultures de l'huile de sorgho. Relativement, on ne met pas encore d'engrais, mais sur certaines parcelles, vraiment, vous avez une baisse de fertilité très forte qui est aggravée avec cette peste-là, le striga, une plante parasite qui attaque les céréales
sorgho, mil, aussi un peu le maïs, et qui réduit de façon drastique la capacité de la plante à grandir. Donc vous voyez que le problème d'utilisation de l'engrais s'impose pour certaines cultures, avec le maïs, avec le coton, alors que normalement, ce sont des plantes qui demandent un ensoleillement. On doit avoir l'espace ouvert, on les appelle des plantes héliophiles, elles aiment le soleil. Il faut tout couper. Vous ne pouvez pas faire le coton, le maïs sous ombrage. Il faut avoir de l'ombre. Or, voilà que nous voulons déjà avoir une portion grande de l'espace avec des arbres. Donc ça rentre en conflit très tôt avec un certain nombre de cultures qui, à première vue, ne sont pas très adaptées. Mais voilà, ce sont ces cultures-là qui nous apportent oui, mais justement, j'allais vous poser la question. On a vu, je dirais, une disparition progressive des cultures de consommation directe et qui semblaient même adaptées à nos sols, comme vous l'avez dit tantôt, le sorgho, le petit mil, le fonio, ou des cultures de rente, comme le coton, le soja aujourd'hui et tout ça. Mais on se pose quand même des questions. C'est vrai, c'est des cultures qui rapportent de l'argent, mais en même temps, quand on voit les conséquences d'ordre environnemental et autres, on se pose beaucoup de questions quant à l'avenir de nos sols. Oui, justement. C'est toujours un équilibre à rechercher à des moments donnés. Nous ne pouvons pas forcément rechercher à faire le coton, le soja, le maïs, au même titre que d'autres communes. Dans le Grand Coutamaru, l'élément visible, c'est la montagne, ce sont les plantes, ce sont les cours d'eau, quelques bas-fonds, mais nous avons des plantes adaptées à cela. Le riz de montagne, le riz de bas-fond, il y a des riz autochtones qui sont adaptés. Nous avons le vanzou, nous avons l'arachide, nous avons le mil, le sorgho, qui ne demandent pas des intrants. Le fonio ne demande pas des intrants. Mais on a tendance à oublier ça. Mil, sorgho, riz, fonio, on nourrit largement les paysans. Mais la quête d'avoir des revenus. Oui, la monétisation. La monétisation, la quête d'avoir un rendement, la quête de rentrer aussi dans un circuit officiel où ce sont des producteurs de soja, de coton ou de maïs qui ont facilement accès au crédit, facilement accès aux intrants. Vous savez que le système, c'est que lorsque tu es producteur de coton, tu as en même temps un certain nombre de facilités par rapport aux engrais ou d'autres cultures. Mais si tu vas, tu dis que tu ne fais que le fonio, le sorgho ou le mil, tu n'as pratiquement pas. Il n'y a pas un mécanisme de soutien à ces cultures. Donc, nous sommes dans une situation où il faut proposer aux responsables en charge de l'aménagement du territoire, en charge de la promotion de ces cultures, de l'agriculture, d'avoir une réaction différentielle. On parle d'un développement local, régional, adapté aux réalités de chaque milieu. Oui, en tant qu'agronome, en tant que géographe, nous, on n'a pas de mal à parler de régionalisation du développement. Les réalités des sols, les réalités des populations, le climat, les réalités sociologiques, le passé culturel, les besoins humains ne sont pas les mêmes dans toutes les communes, à l'échelle d'un pays, pour qu'on puisse imposer ou pour qu'on puisse dire qu'il faut forcément faire le fonio, le coton, le soja ou le maïs dans nos régions pour avoir accès. Donc comment faire ce plaidoyer-là? Les responsables administratifs sont là, les responsables certainement en charge du développement sont là. Ils savent qu'on ne peut pas promouvoir un certain nombre de plantes sur des sols qui ne peuvent pas supporter ces sols-là. Oui. Ça n'a pas de sens de dire que tu vas faire le riz de montagne en bas-fond ou de dire que tu vas faire le fonio dans un bas-fond ou d'imposer le maïs qui est amélioré avec un certain nombre d'exigences techniques dans des sols, même si tu mettais l'engrais chimique, ne peut pas supporter. La structure du sol n'est pas adaptée à supporter même cet engrais.
l'engrais va apporter un déséquilibre, va accentuer le déséquilibre, ce qu'on appelle une acidification. C'est comme si vous avez une sauce, vous avez raté, au lieu de corriger le sel, vous complétez encore le cube et le sel. Vous gâtez complètement. Lorsqu'on va goûter, on sait qu'on ne peut pas manger. Oui. C'est la même chose que le sol, mais le sol, lui, le réagit en ne produisant pas. Et il y a des sols, à des moments donnés, lorsque ce déséquilibre-là est accentué, vous voyez que les gens n'arrivent plus à faire. Et c'est quoi? C'est l'exode. Ils sont obligés de partir, de laisser quelques vieux, quelques jeunes là, qui sont là, mais qui ne peuvent pas vivre de cette... J'ai envie de dire que la situation se présente déjà dans le Koutamba, oui, ce que vous dites là. La situation est là. Quand vous voyez la plaine de tout ce qui est la zone de Boukombe, certaines zones de Natitengu, et quelques plaines à tout continent, la situation est là. Vous voyez des grandes régions d'exode massif, d'exportation de la main-d'œuvre jeune, vivante, qui va vendre cette force-là ailleurs, qui sont des colons agricoles ailleurs et qui reviennent avec certainement quelques résultats de leur production, mais cela ne suffit pas. Mais sur place, il y a des solutions techniques qui existent. Oui, justement. Voilà. En attendant, peut-être que les autorités étatiques ou je ne sais qui prennent ces mesures-là, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, professeur, pour que nos parents se réapproprient ces cultures-là qui sont en même de nous aider à aboutir à la sécurité alimentaire? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, la situation est grave. C'est de promouvoir les solutions locales. Les espèces à court cycle qui ont un rendement local optimal. Quand on dit optimal, ce n'est pas le maximum, mais un équilibre entre le cycle de la culture de juin, juillet jusqu'à août, 4 mois comme ça. 6 mois maximum avec les réalités du terrain. Nous avons la grande masse des bas-fonds qui doivent être bien valorisés. Nous avons les flancs de collines, de montagnes qui peuvent être aménagés sous forme de terrasses. Nous avons quelques îlots de forêt où on peut bien laisser quelques bosquets, des grands arbres et adapter le sous-bois à certaines cultures qui ne sont pas trop exigeantes en déboisement. Maintenant, lorsque nous avons une plaine, une grande plaine là, avec les services d'encadrement, vous pouvez là faire votre maïs, votre soja et un peu de coton pour compléter un peu cette diversification-là qu'il faut. Donc, mais le paysan, dans un espace limité, ne peut pas avoir 1000 solutions. Faire à la fois maïs, soja, coton, avoir le riz, avoir le sorgho, etc. Donc, nous sommes dans cette contrainte-là où chaque tata, chaque chef de famille doit voir de façon réaliste quelle est l'option qui lui apporte le moins de problèmes. Si c'est le vanzou qui est bien, si c'est le niébé qui est bien, ce que nous appelons si c'est le fonio qu'il faut optimiser, à un moment donné, les prix... Oui, les prix ont flambé là. Oui. La quantité qu'on prenait non décortiquée, c'est pratiquement devenu au même prix que cette même quantité-là décortiquée. Donc, nous avons quelques difficultés, mais il y a toujours cette capacité d'adaptation, cette force résilience-là que nous voyons, malgré la pauvreté des sols, malgré un peu les irrégularités de pluie, les changements climatiques qui sont effectifs, qui se remarquent par des fortes variations de pluviométrie, de température, une forte occurrence des vents violents, etc., des poches de sécheresse de plus en plus longues, les bouffées de chaleur, etc. Malgré cela, les populations ont cette capacité-là de lire la nature, d'anticiper
et de caler le calendrier. Quand est-ce qu'il faut mettre les premières cultures, où est-ce qu'il faut mettre les premières cultures, où est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il faut désherber, comment s'organiser pour que au moins amortir ces chocs. Et je me dis que si rien n'est fait, de sitôt à un moment donné, on sera à coup d'initiative, à coup d'idée pour... Non, justement, c'est cette capacité de l'homme, et c'est ça qui fait le charme de Goutamao. Malgré les difficultés, la baisse de fertilité, le manque de terre fertile, de grande taille, l'exposition de certains champs, les changements climatiques, l'exode, tout ça, nous avons toujours ce noyau qui est resté. Aucun village n'a complètement disparu. Même après la Covid, les gens ont prévu beaucoup de choses, mais pourtant, donc il y a ce vivier-là qui est là. Et la population, quoi. Donc c'est comment adapter ce que nous appelons l'agroforesterie, les cultures à cycle court, les cycles où vous adaptez la fumée chimique et la fumée organique de façon ponctuelle pour régler au moins le minimum qu'il faut pour la famille. Quitte maintenant à rechercher un peu plus pour le circuit économique, pour les besoins familiaux, les besoins de scolarité, de santé, de voyage, etc., de développement, de vie un peu modernes qui sont un peu aussi... De façon concrète, les solutions sont là. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent sur ça. L'aménagement des bassins. Il y a beaucoup d'organisations féminines qui appuient les femmes. Par exemple, une grosse solution, c'est l'aménagement des bas-fonds. Les bas-fonds, vous avez de l'eau dans des sols relativement riches. Lorsque vous encadrez ces eaux-là dans des bassins avec une régulation optimale, lorsqu'il y a un trop-plein, vous laissez le surplus aller dans d'autres bassins. Lorsqu'il n'y en a pas, vous en amenez au bassin, il n'y en a pas. Les circuits liés au bas-fond vont garantir déjà les cultures maraîchères, vont garantir le riz, vont garantir quelques cultures, par exemple le maïs, pour avoir le minimum qu'il faut. Oui, mais quand vous parlez des bassins, aujourd'hui on peut compter au bout du doigt le nombre de barrages que nous avons à Boukombé. Bon, oui. S'il y en a, bien sûr. Oui, non, et ça, c'est... Tout au long de Corontier, même à Boukombé centre, vous allez voir des terres qui apparemment sont plates, mais dès qu'il y a les premières pluies, vous voyez que c'est des zones basses qui supportent une lame d'eau. Et les populations savent que là, c'est adapté pour le riz, les cultures maraîchères. L'extension, les bas-fonds ne sont pas trop extensibles, mais avec l'appui de certains groupements de femmes, de certaines ONG, vous voyez vraiment que les bas-fonds jouent un gros rôle. Donc, les bas-fonds sont une solution et on peut optimiser dans les bas-fonds, mettre en son temps la fumée minérale, en plus de la fumée organique, les apports de compost ou gérer avec les résidus de récolte, avoir une fertilité quand même assez acceptable. L'autre côté, les terres des plaines qui ne sont pas inondables, qui ne peuvent pas supporter une intensification de certaines cultures, peuvent bien prendre le sorgho, le mil, le fonio. Oui, c'est ça. Sur des superficies beaucoup plus grandes. Là, on a cette deuxième opportunité. Sorgho, mil et fonio, vanzou, arachide, c'est des opportunités aussi pour garantir un peu la subsistance alimentaire. L'autre côté aussi, c'est tout ce qui est légumineuse. J'ai parlé de vanzou, mais aussi surtout le haricot, le niébé, qui sont aussi très très importants, que les gens cultivent déjà très tôt, ou en association avec d'autres cultures, qui sont d'un apport important en termes de protéines végétales, mais en termes aussi de sécurité alimentaire et de commerce. Donc, c'est des produits qui se vendent aussi bien. Nous avons le vaste domaine des montagnes où, avec des appuis toujours des ONG, les cultures sous forme de terrasses en courbe de niveau peuvent récupérer des portions de montagnes qui
apparemment ne sont pas éligibles à la culture. Donc dans la zone de Fouchou, vous voyez bien, le long de la chaîne de montagne de Comé-Centre jusqu'à Manta, vous voyez quand même que des gens cultivent. Donc nous avons plusieurs solutions, mais il faut aller à l'action. Oui, c'est ça, il faut aller à l'action. C'est ça. Progressivement capitaliser de façon stationnelle, de façon locale, les solutions qui marchent et avancer dans ces solutions qui marchent. Mais professeur, ce que vous dites est tellement intéressant, à la fois intéressant et important. Et je pense à la ressource humaine. Et c'est peut-être à là je vais vouloir aborder la question de la relève. Parce que là, vous êtes, on sent quand même que vous connaissez le terrain, vous maîtrisez le terrain. Et il faudra peut-être une ressource humaine, pourquoi pas locale, pour aider à mettre en place toute cette politique-là. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a une relève? Bon, oui, la relève est là. Nous avons, je vais dire, différents niveaux. On peut intervenir comme nous, peut-être dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, peut-être pas de façon directe localement, mais il y a la possibilité d'envoyer des stagiaires dans des ONG pour travailler, de leur donner des sujets de recherche pour approfondir certains aspects, à la fois pour finir leur mémoire, mais aussi pour voir ce qui se fait. Oui. Mais en même temps, les jeunes de Tamago et d'ailleurs qui sont formés peuvent servir de techniciens au niveau des différentes ONG qui sont là. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de projets qui ont besoin de jeunes dynamiques qui ont un minimum de maîtrise, de connaissance du terrain. Et ces jeunes, qu'ils soient dans ma ou d'ailleurs, qui sont des Noirs et qui sont aptes à aller travailler dans la zone et qui veulent travailler réellement, ils peuvent, de façon pratique, in situ, étant sur le terrain, avec le mandat qu'ils ont pour un projet ou bien pour une structure, pour une activité, proposer de façon contextuelle sur le terrain, en prenant en compte la réalité, proposer ou adapter les solutions qu'on leur donne de façon théorique. Théorique, oui. On peut vous dire, bon, par rapport à là, il faut appliquer telle dose d'engrais à tel sol, type de sol, de façon indiscriminée. Il y a une dose théorique globale, peut-être au niveau national ou au niveau régional. Mais est-ce que ça s'adapte? Est-ce que ça s'adapte au milieu? Et c'est là où le technicien, l'ingénieur doit se questionner. On vous a dit qu'il faut 4 sacs d'engrais par hectare pour telle chose, il faut faire. D'accord. Mais la réalité du terrain, est-ce que les sols gravionnaires, est-ce que les sols là sont adaptés à ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter du fumier à cette fumée minérale là? Même si la population, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir du paillis? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir des bousses de pâche ou des résidus de récolte, etc. pour compenser? Donc, c'est des solutions techniques que l'ingénieur, le technicien, formé, outillé, doit apporter. Donc, c'est pour cela qu'on demande d'avoir un esprit critique pour améliorer ce qui se fait. Et ne pas venir parce que c'est une réglementation, une règle qu'on a faite au laboratoire ou sur le terrain, qui est réel, qui est maintenant comment contextualiser cela. La question de l'adaptabilité, c'est ça. Voilà. Alors, professeur, on va bientôt terminer cette interview. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Un dernier mot peut-être? Bon, je pense que le Tamago, cette zone-là, est riche de ces pratiques agricoles, agroforestières, agropastorales. On n'a pas parlé de ces espèces aussi, la race bovine soma et certaines races de chèvres, certaines races de poulets. Tout cet ensemble-là est un ensemble vivant qui est là depuis plusieurs cycles de vie, plusieurs générations d'agriculteurs qui ont montré leurs preuves, qui sont adaptés au milieu, malgré la baisse de la fertilité, malgré la faible disponibilité de terres fertiles, malgré les changements climatiques. Les populations qui restent ont toujours cette aptitude-là à s'adapter. Maintenant, c'est comment
renforcer leurs capacités pour que les nouvelles technologies, la mécanisation de l'agriculture, l'apport d'intrants minéraux, tout ce qui est apport digital, la mise en réseau, les groupements agricoles, les groupements d'éleveurs et tout ce qui est jeune qui peut aller dans les secteurs productifs intensifs. Vous avez l'irrigation, la maîtrise de l'eau, avec de l'irrigation dans les bas-fonds, dans les barrages ou carrément avec des forages. C'est des éléments à explorer avec un bon système d'irrigation des jeunes isolés ou en groupement, des groupements de femmes ou bien d'agriculteurs, même s'ils ne sont pas allés à l'école, peuvent produire une quantité de cultures maraîchères, de cultures de contre-saison importante pour suppléer un peu ce qui se fait. Parce que si on doit se contenter uniquement sur le système traditionnel et séculaire qui a fait ses preuves, qui est bien, si on ne l'améliore pas, si on ne l'adapte pas aux nouveaux besoins des consommateurs, aux nouveaux besoins du marché, on aura forcément quelques difficultés dans les années à venir. Mais les initiatives, je vais terminer par là, les initiatives des ONG, et les initiatives de certains projets, et aussi la nécessité des jeunes de s'approprier certains créneaux porteurs, les cultures à cycle court, l'agroforesterie, l'agroécologie, la maîtrise de l'eau, la maîtrise de certaines cultures à haute productivité, la volaille, la culture de lapin, la culture de poisson, la culture d'escargot, beaucoup de petites cultures, entre griffes, petites, mais qui ont cette possibilité de diversifier un peu les sources de revenus et les pratiques sont vraiment à promouvoir. Professeur Amanata, merci beaucoup. Merci pour cette interview. Merci d'avoir été aussi très pratique en bon agronome. En tout cas, moi, mon vœu le plus cher, c'est que de cette interview, peut-être des actions concrètes commencent à naître sur le terrain. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres entretiens. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour tes remerciements. C'est moi qui vous remercie.